En fait, à ce moment-là, j'avais peur de lancer ma chaîne, j'avais peur de lancer une première vidéo parce que c'est comme si ça allait me mettre face à ma propre médiocrité, à ma propre limite. Si je sors pas de vidéo, c'est comme si j'avais le bénéfice du doute. À propos du storytelling, on voit ça comme un truc un peu américain, un peu Startup Nation, juste ok, comment raconter une bonne histoire et tout. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'assez profond dedans, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas vraiment à l'appliquer. En fait, ça me paraissait super abstrait. Je me disais, je suis pas là en train d'écrire de la fiction, je sais pas du tout comment appliquer ça à ma vie quotidienne, et la première vidéo de quelqu'un, elle est jamais incroyable. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but now wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More the for the doers by doers. Unstoppable with shine. Bonsoir. C'est un plaisir d'être là ce soir avec vous. Bon, je vous préviens, vous êtes tous tombés dans mon piège. Vous croyez que ce soir on va apprendre comment percer sur YouTube. En fait, on va parler de storytelling pendant 40 minutes et de narration, de comment raconter une bonne histoire. Mais promis, à la fin, vous aurez appris comment raconter une meilleure histoire sur YouTube et ça vous sera utile si vous voulez faire du contenu sur les réseaux ou même plus largement. Donc l'histoire commence il y a à peu près 4 ans. À ce moment-là, je suis assez jeune et je commence à côtoyer un groupe de youtubeurs qu'on appelait à l'époque le YouTube Underground. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez, avec par exemple Autodisciple, surtout Raj de Autodisciple, Teddy Boy, Missor, Amélie, etc. Il y en avait d'autres, Ernesto, Fred Delavier, pour ceux qui connaissent, qui étaient là à l'époque. Et à ce moment-là, avec mon ami Missor, on crée un Fight Club. C'est une sorte de club de sport de combat où on se retrouve tous les dimanches et on se bat. À chaque fois, il y a des abonnés qui viennent, on dit dans les vidéos, ouais, venez, on va se battre, etc. Et à chaque fois, j'arrive, c'est une époque où j'ai pas beaucoup de cours, j'ai beaucoup de temps et donc je lis beaucoup de livres. Et à chaque fois, je raconte des livres, je résume des livres que j'ai lus. Et à chaque fois, on me dit, ouais, est-ce que toi aussi, tu as une chaîne YouTube? Moi, je dis, bah non, pas encore. Et à chaque fois, je reviens, la fois d'après, on me dit, est-ce que tu as une chaîne YouTube? Et moi, je dis, ouais, ça arrive, bientôt. Et à chaque fois, on me redemande. Et à chaque fois, je dis, ouais, ça arrive bientôt. Et en fait, j'essaie d'écrire ma première vidéo. J'essaie de la réécrire, et à chaque fois, je passe vraiment énormément de temps à essayer de faire la vidéo parfaite, parce que je crois qu'en fait, à ce moment-là, j'avais peur de lancer ma chaîne, j'avais peur de lancer une première vidéo, parce que c'est comme si ça allait me mettre face à ma propre médiocrité, à ma propre limite. Si je sors pas de vidéo, c'est comme si j'avais le bénéfice du doute. Je peux continuer à regarder des vidéos sur YouTube et à chaque fois à les critiquer mentalement en me disant ils auraient dû mieux faire ça, ils auraient dû mieux faire ça. Mais au final, j'ai rien avec quoi me comparer. Alors que si je sors une vidéo, bah là je vais directement voir qu'elle va pas être incroyable. Ma première vidéo, elle n'était pas incroyable et la première vidéo de quelqu'un, elle est jamais incroyable. Mais du coup, c'est ce qui faisait qu'à chaque fois je retardais ça et je me souviens à ma toute première vidéo, je ne sais pas combien de fois je l'ai réécrite et surtout je ne sais pas combien de fois je l'ai retournée. Ça c'est un petit extrait. En fait, je ne sais pas pourquoi j'avais absolument envie qu'il y ait cette longue scène dans un musée où il n'y ait aucun cut. Parce que j'avais cette impression que c'était plus authentique, c'était plus vrai s'il n'y avait pas de cut. Alors cette scène, on l'a tournée je ne sais pas combien de fois. À chaque fois, il y avait des gens qui passaient et ça me déconcentrait. Et du coup, on la retournait. Et j'ai fini par prendre énormément de temps à la sortir. Au moment, juste avant de la sortir, je me demande ce qui va se passer. Et roulement de tambour, 88 vues en 3 jours. Ok, c'est pas vraiment mal, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je côtoyais des gens qui, à chaque fois qu'ils sortaient une vidéo, il y avait des dizaines de milliers de vues. Et donc, je crois que ça m'a quand même mis un coup au moral. Je me suis dit, ok, c'est pas magique en fait. Et du coup, à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à comprendre les premières choses que j'ai comprises sur YouTube. La première, c'est que ce serait un jeu d'endurance, ce ne serait pas un sprint. La seule manière de réussir, ça allait être de faire beaucoup de vidéos et d'en faire sur le long terme. Typiquement, d'avoir une habitude d'en faire une par semaine ou une tous les 10 jours. Parce que si je faisais ça, peu importe ce qui se passait, j'allais toujours en sortir et donc j'allais toujours apprendre. Alors que si j'utilisais juste ma motivation sur le court terme de « Ah là, je suis motivé à faire une vidéo », en fait, un jour, j'allais être motivé. Un autre jour, j'allais pas être motivé, j'allais pas continuer. Alors que si j'avais l'habitude, si j'avais la discipline, j'allais continuer sur le long terme. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est à ne pas être trop perfectionniste au départ. Concrètement, les vidéos au départ, elles vont jamais être parfaites. Mieux vaut juste la sortir, même si elle n'est pas incroyable. Vous allez avoir du feedback, vous allez l'envoyer aux gens autour de vous, et ça va vous donner des infos super utiles sur comment continuer. Exemple typique, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de ne pas faire de cut, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas du tout grave. La scène, j'aurais pu la faire avec des cuts. La vidéo, elle serait sortie beaucoup plus tôt. Fast forward, quelques mois plus tard, j'ai commencé à un peu trouver mon format. J'ai commencé à faire des vidéos où je me donne des défis.
Et à ce moment-là, je m'intéresse beaucoup au développement personnel, je lis beaucoup de livres, et à chaque fois je me dis, ok, toutes ces choses que j'ai envie de tester, par exemple changer mon alimentation, apprendre une compétence très rapidement, faire un nouveau sport par exemple, je me dis, si je fais ça pour moi et si j'apprends toutes ces choses, pourquoi est-ce que je ne le montrerai pas? Parce que ça se trouve, ça peut intéresser beaucoup de gens qui ne savaient même pas qu'ils seraient intéressés par ça. Donc je commence à faire ça, et les vidéos, elles marchent un petit peu, elles ne marchent pas incroyablement bien, et surtout ça commence à être vraiment, à me prendre beaucoup de temps parce que ouais, je me mets à faire ça vraiment en full time. J'en sors une toutes les 10 jours, et c'est des vidéos vraiment travaillées où à chaque fois je me donne des défis, parfois il y en a plusieurs qui se chevauchent, donc ça fait vraiment beaucoup de travail, et je ne vois pas vraiment encore de résultats. Et c'est à ce moment-là que tout le monde me conseille voilà, d'appliquer une bonne narration. Ça, c'est un peu le schéma narratif classique qu'on a tous appris. Vous avez déjà vu ça sur YouTube, j'imagine. D'ailleurs, on l'a même appris à l'école en français, je me souviens. On commence par la situation initiale. Ensuite, on a un élément déclencheur. Ensuite, on a des péripéties. Puis, on a le climax, le moment le plus intense de l'histoire. Et enfin, la résolution. Et on arrive à la situation finale où tout le conflit a été résolu. Et ça, je le savais, on m'en parlait, c'est un peu la base du storytelling, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas vraiment à l'appliquer. En fait, ça me paraissait super abstrait. Je me disais, je ne suis pas là en train d'écrire de la fiction, je ne sais pas du tout comment appliquer ça à ma vie quotidienne. Surtout, je me donnais des défis, mais au final, ma vie, elle n'était pas si incroyable. J'étais pas là comme tous les vlogueurs qui avaient énormément de vues et qui voyagent partout à travers le monde, qui prennent l'avion, qui vivent des choses de ouf. J'avais une vie plutôt banale. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder les vidéos de Casinestat. Qui connaît Casinestat dans la salle? Ok, on a vraiment des connaisseurs. Qui connaît cette vidéo? Ok, je vais vous apprendre un truc du coup. C'est bien, vous n'êtes pas tous des experts en storytelling. Donc Casinestat, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est un vlogueur américain qui a quasiment inventé le style du vlog. En tout cas, c'est lui qui l'a énormément popularisé, ça existait un peu avant lui. Mais en 2015 et en 2016, il a fait une vidéo par jour. Et c'est à ce moment-là que tout le monde s'est mis à faire des vlogs. Et Casinestat, il a une capacité vraiment incroyable, c'est qu'il arrive à raconter des histoires ultra captivantes à partir de sa vie quotidienne, qui est absolument banale. Et je vous invite vraiment à regarder les vidéos de Casinestat, c'est toujours des leçons de storytelling. En particulier celle-ci, je suis content qu'il n'y ait qu'un seul d'entre vous qui la connaît. On va passer assez rapidement dessus, elle fait 9 minutes, du coup on ne va pas la voir, mais je vous conseille vraiment d'aller la voir et d'essayer de réfléchir, ok, comment est-ce que moi-même je pourrais raconter une histoire, pas forcément à partir de mon quotidien, vous voulez peut-être pas faire du vlog, peut-être que vous voulez vendre des produits, peut-être que vous êtes sur un domaine particulier, mais pour moi c'est vraiment une leçon de storytelling. Donc cette vidéo, elle est assez simple, c'est pas du tout un de ses vlogs les plus connus, mais il a quand même renommé My All Time Greatest, je pense que c'est parce qu'il a compris en fait que c'était genre sa meilleure vidéo. Et cette vidéo, elle commence de manière assez simple. Il est chez lui, situation initiale, et il a perdu son drone. En fait, au dernier tournage, dans la vidéo d'avant, il s'amusait à prendre des plans au-dessus de New York avec son drone, et il l'a perdu sur un toit, il n'y a plus de batterie, donc évidemment il ne peut pas le récupérer, c'est pas le toit de son immeuble, il ne peut pas y aller facilement. Ok, alors situation initiale, il est chez lui, il explique le problème. Ensuite, élément déclencheur, il explique qu'il a perdu son drone, donc qu'il va partir à l'aventure. Alors là, vous voyez, c'est très visuel, il s'habille, il met son casque, et puis début des péripéties. Il va dans la rue, il arrive à rentrer dans un premier immeuble par lequel il y a une porte ouverte. Donc il arrive à rentrer à l'intérieur, il monte, on se demande s'il va réussir, mais finalement, c'est bloqué, il ne peut pas accéder au toit, et donc il est obligé de redescendre. Ok, on continue, deuxième péripétie, il remarche dans la rue un petit peu, il se demande comment est-ce qu'il va faire pour monter, il se rend compte que c'est au-dessus de cet immeuble. Il arrive à monter dans un autre immeuble en passant par un magasin, et là, il se rend compte qu'il peut voir son drone il est 30 mètres plus bas, mais il n'est pas dans le bon immeuble, il est dans un immeuble qui est juste à côté, et donc en fait, il ne pourra jamais accéder au bon drone, parce qu'en fait, son drone, sur le bon toit du coup, il est au-dessus d'un immeuble par lequel il ne pourra jamais rentrer parce que c'est un quartier résidentiel et que c'est très bien protégé. Alors il se dit, ok, comment est-ce que je vais faire? J'ai qu'une seule solution, il rentre chez lui, il passe par un magasin, il achète du fil de fer, il fait une sorte de harpon. Donc il utilise, c'est assez classique à chaque fois le schéma du héros, c'est archétypal, il utilise ses capacités, il utilise le skill qu'il a et que personne d'autre n'a. Il fabrique une sorte de harpon, et puis il fabrique une sorte de lance pour pouvoir accrocher son drone. Il réussit à l'accrocher, alors qu'il est genre 20 mètres plus haut, et puis il le ramène lentement. Là on a l'acmé, le moment le plus intense, l'apogée du récit. C'est le moment où on ne sait pas s'il va réussir à l'attraper, parce que le drone est sur le point de tomber, ça se trouve il va s'éclater par terre.
Et puis, ok, je vous ai spoilé la fin du vlog, il réussit à l'attraper. Et vraiment, à ce moment-là, c'est beaucoup d'émotions dans la vidéo pour un truc qui a l'air assez banal, mais je vous promets, quand on regarde cette vidéo, vous le verrez, c'est assez émouvant, on est vraiment content pour lui. Et la preuve, c'est que la vidéo a quand même fait 3 millions de vues. Alors que, ouais, enfin, perso, en tant que créateur de contenu, j'ai déjà eu des problèmes sur des tournages, et c'est pas du tout la première chose à laquelle je pense, de ok, comment faire une vidéo incroyable dessus. Je pense surtout, en l'occurrence, j'aurais pensé, ok, comment est-ce que je fais pour récupérer mon drone? Du coup, cette vidéo pour moi, et même les autres vidéos de Casey Neistat, ça a été un peu un élément déclencheur parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le storytelling, le fait d'appliquer une très bonne narration dans laquelle on voit l'avancée du personnage principal et on voit qu'est-ce qu'il apprend, on voit les difficultés, c'était absolument possible que je le montre en fait dans ma vie quotidienne, et c'était absolument possible que je le montre dans tous les défis que je me donnais. Mais simplement, il y avait 2 choses que je devais changer. Encore une fois, j'ai appris 2 choses à ce moment-là. La première, c'est que je ne pouvais pas juste faire comme je faisais avant, de résumer a posteriori tous mes défis. Parce qu'en fait, ce n'est pas intéressant. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui juste nous explique « Ah, j'ai appris ça, j'ai appris ça ». On a envie de voir l'histoire, et donc on a envie de la voir au fur et à mesure. Et donc, il fallait que je filme tout au long de mes défis pour avoir des vrais rushs, des moments les plus durs, pour pouvoir les montrer, pour que ce soit une vraie histoire qui amène vraiment les gens avec moi. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est que je devais vraiment faire plus attention à la forme. Lui, il est vraiment excellent. Si vous voulez, on en parlera au moment des questions, mais il est vraiment excellent au niveau du rythme, au niveau du montage, pour faire quelque chose qui est vraiment très très bien timé, mettre les cuts sur la musique, avoir au début une accroche qui est vraiment forte. Et je me suis rendu compte que si je faisais les choses comme ça avait beaucoup plus de chances de marcher. Du coup, ça c'est quelques autres vidéos que j'ai sorties après, où j'ai commencé à appliquer ça. C'était des moments où du coup ça me prenait beaucoup de temps évidemment, parce que dans ma vie quotidienne, à chaque fois que je faisais quelque chose lié au défi, j'étais là en train de filmer. Vous imaginez pas le nombre de rushs évidemment que j'ai jamais utilisé. J'ai des terras et des terras de rush qui sont dans des disques et que j'ai jamais utilisé pour tous ces défis. Et puis j'ai appliqué ça, j'ai appliqué ça, j'ai appliqué ça. Et au bout d'un moment, j'ai sorti une vidéo, celle-là, et je m'attendais pas vraiment à ce que... Enfin, je trouvais pas que c'était une vidéo forcément incroyable. Au moment où je la faisais, je pensais plutôt à la prochaine qui avait l'air plus importante pour moi. Et je me souviens que, comme je la trouvais pas incroyable, j'ai vraiment fait un effort particulier à la faire rentrer dans mon histoire personnelle, à parler de comment, quand j'étais jeune, j'étais vraiment mauvais en négociation et du coup, je m'étais fait arnaquer. Et à faire vraiment une histoire qui prenne absolument l'audience. Et donc, quand je l'ai sortie, elle a fait un petit peu de vues. Vous voyez, c'est un petit peu plus que d'habitude. Puis, je suis allé rechercher toutes les stats dans YouTube Analytics. Puis, elle a fait un petit peu plus de vues, puis un petit peu plus de vues, puis un petit peu plus de vues, puis beaucoup plus de vues. Puis, bon là, c'est un an après carrément, mais beaucoup plus de vues. Et à ce moment-là, je pense que j'avais trouvé mon format. Mon format, c'était concrètement de me donner des défis vraiment ambitieux ou bizarres et de me filmer au quotidien en train de les réaliser. Donc, c'est assez proche du vlog. C'est un peu ça qui a lancé ma chaîne YouTube ensuite sur la suite, ouais. Je pense qu'il y a un truc à comprendre à propos du storytelling. On voit ça comme un truc un peu américain, un peu Startup Nation, juste ok, comment raconter une bonne histoire et tout. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'assez profond dedans. Concrètement, il y a une raison pour laquelle les enfants, on peut difficilement leur apprendre une leçon juste en leur donnant le résultat. Ils vont toujours être captivés par des histoires. Les dessins animés, c'est des histoires. Les films qui nous captivent, c'est des histoires. Et en fait, je pense que même d'un point de vue évolutionnaire, notre esprit, il a évolué pour fonctionner avec des histoires, parce qu'en fait, l'esprit humain, il fonctionne par analogie, notre cerveau, il fonctionne par analogie, et on va apprendre beaucoup, beaucoup mieux quelque chose en regardant une histoire qui met en scène un personnage principal qui a certains problèmes. Nous, on va pouvoir faire l'analogie dans notre esprit, plutôt que juste d'avoir la leçon à la fin. Et en fait, c'était ça mon erreur, et c'est ça, je pense, l'erreur d'énormément de créateurs de contenu, c'est qu'ils croient que juste en donnant la leçon à la fin, comme je faisais au départ, les gens, ça les intéresse. Mais en fait, les gens, ça les intéresse pas. Par contre, si vous montrez comment est-ce que il y a eu un changement dans votre transformation personnelle, eh bien là, ça les intéressera parce que, au fond, même si vous leur dites pas quoi faire, ils vont se dire, ok, moi aussi, je pourrais avoir la même transformation et moi aussi, je pourrais faire ça. En réalité, la structure narrative qu'on vient de voir là chez Casey Neistat, qui est assez basique, en fait, il n'applique pas vraiment cette structure, il applique une structure un petit peu plus précise, une structure qui a été pas mal identifiée par Joseph Campbell dans son livre The Hero with a Thousand Faces. Donc, Joseph Campbell, c'est un mythologue qui a étudié beaucoup de mythes et de religions partout à travers le monde. Et ce qu'il a trouvé, c'est que
toutes ces religions, tous ces mythes, ils ont souvent une structure en commun. Et cette structure, c'est celle du monomythe, c'est celle du Hero's Journey. C'est la suivante, c'est plus détaillé que celle qu'on a vue tout à l'heure. Il y a le héros, il a un appel à l'aventure. Vous allez voir si vous lisez, que ce soit les livres saints, que ce soit des chefs-d'œuvre classiques comme par exemple Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, même un film comme Matrix, il colle vraiment absolument parfaitement à ça. J'avais fait une vidéo que je n'ai pas publiée, mais où j'analyse ça en fonction de Matrix et ça colle vraiment pas mal. On a le héros, on a un appel à l'aventure. L'appel à l'aventure, c'est souvent un petit détail qui cloche dans la vie du héros, quelque chose qu'il remarque et qui pourrait passer inaperçu, mais qui attire l'attention du héros et il se rend compte qu'il y a quelque chose dans sa vision du monde qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il ne connaissait pas et à ce moment-là, ça va l'amener dans toute la suite de l'aventure. On a la distinction entre le monde connu et le monde inconnu. Dans la vidéo de Casey Neistat, c'est tout bête, le monde connu c'est chez lui, dans son atelier, le monde inconnu c'est dans la rue, mais rien que ça, on voit quand même la distinction. Ensuite, le passage du seuil. Souvent, il y a le mentor. Bon, évidemment, il n'y en a pas dans la vidéo de Casey Neistat. C'est Hagrid dans Harry Potter. Ensuite, il y a l'abysse. C'est le moment le plus intense, le moment où le héros va devoir sacrifier une partie de lui-même. Et symboliquement, psychologiquement, ça signifie qu'on sacrifie une partie de notre vision du monde, de notre carte du monde, parce que c'est ça, apprendre. On ne peut pas apprendre sans oublier ou sans annuler certaines des connaissances qu'on pensait avoir. Puis à la fin, il y a le retour dans le monde des humains, le monde normal, avec l'élixir. C'est pas marqué là, mais l'élixir, c'est souvent un petit objet. Il y a ça dans beaucoup d'histoires que le héros va ramener avec lui, qui peut tenir au creux de sa main ou qui peut tenir dans sa poche, mais qui lui montre que toute l'aventure qu'il a vécue, au final, c'était pas un rêve, ça s'est bien passé. Évidemment, ce que cet élixir représente, c'est pas juste un objet, ça représente ce qu'il a appris. Et par exemple, Casey Neistat, dans cet exemple, ça pourrait être, il a appris que s'il ose faire du bricolage et tenter des trucs que personne ferait, il arrive à récupérer son drone alors que ça avait l'air impossible. Je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler de comment, je sais pas, percer. Peut-être vous voulez faire du contenu et vous voyez les gens qui font des millions de vues sur TikTok. Et c'est assez facile de faire des millions de vues sur TikTok, de faire des millions de vues avec des shorts. Mais je pense que la question que vous devez vous poser quand vous faites ça, c'est OK, c'est un très bon contenu d'appel peut-être que les gens vont tomber la première fois sur votre contenu avec ça. Mais au fond, quelle histoire est-ce que vous racontez? Est-ce qu'avec ça, vous racontez vraiment une histoire, vous racontez vraiment votre histoire? Est-ce que vous montrez une transformation du héros que la personne va pouvoir comprendre pour elle? Si vous cherchez à vendre des produits, etc., j'imagine que c'est le cas de certains d'entre vous. Moi, je n'ai pas énormément fait sur ma chaîne, mais si vous cherchez à vendre des produits, vendre des formations, etc., je pense que c'est la question que vous devez vous demander parce que c'est rarement en regardant juste un short ou une vidéo que quelqu'un va accrocher à votre contenu. Par contre, ça peut être une manière d'amener les gens vers un contenu qui est plus poussé et dans lequel vous montrez plus votre philosophie, des vidéos sur YouTube, une newsletter par exemple. Et c'est en racontant cette histoire-là, votre histoire, que vous allez pouvoir vraiment exister dans l'esprit des gens et pouvoir les amener dans une bonne direction. Voilà, j'espère que ça vous a plu.